Du chaos des cœurs à l'amour véritable. Introduction. Avant l'amour, il y a le chemin. On ne tombe pas amoureux par hasard. On y arrive souvent cabossé, fatigué, rempli d'espoir malmené. Avant l'amour véritable, il y a les erreurs, les illusions, les attentes irréalistes et les silences qui font plus de bruit que les mots. L'amour n'est pas seulement une rencontre entre deux personnes. C'est d'abord une confrontation avec soi-même. Cet e-book raconte ce chemin. Celui des cœurs qui aiment trop vite, qui donnent trop fort, qui se perdent parfois, mais qui finissent par comprendre. Si tu lis ces lignes, c'est peut-être que ton cœur a déjà connu des tempêtes. Alors sache une chose, rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Chapitre 1. L'innocence des débuts. Au commencement, l'amour n'a pas encore de cicatrice. Il arrive comme une évidence, comme une lumière soudaine qui éclaire tout sur son passage. On aime sans calcul, sans stratégie, sans protection. Le cœur est ouvert, parfois même offert sans condition. Dans cette phase, chaque message compte. Chaque regard est interprété comme un signe fort. On croit aux mots, surtout quand ils sont beaux. On croit aux promesses, même quand elles sont floues. On imagine l'avenir avant même d'avoir appris à connaître le présent. L'innocence des débuts, c'est cette capacité à voir le meilleur en l'autre, parfois au détriment de la réalité. On minimise les signaux faibles. On excuse ce qui dérange. On se dit que l'amour suffit à corriger ce qui manque. On confond souvent l'intensité avec la sincérité. Plus c'est fort, plus on pense que c'est vrai. Plus ça fait battre le cœur, plus on croit que ça durera. Pourtant, aimer fort ne veut pas toujours dire aimer juste. À ce stade, on ne se connaît pas encore totalement soi-même. On aime avec ses blessures invisibles, avec ses manques, avec ses rêves non guéris. On projette sur l'autre ce que l'on espère, plus que ce qu'il est réellement. Mais cette innocence n'est pas une erreur. Elle est nécessaire. Elle est le point de départ. Sans elle, on ne saurait jamais jusqu'où l'on est capable d'aimer. Sans elle, le cœur ne découvrirait jamais sa propre profondeur. Même si cette première phase se termine souvent par une chute, elle reste précieuse. Car elle nous apprend une chose essentielle, notre capacité à aimer est immense. Il faudra simplement apprendre à la diriger. Chapitre 2. Les attentes silencieuses. Après l'euphorie des débuts, quelque chose change subtilement. L'amour est toujours là, mais il devient plus calme, plus installé. C'est à ce moment précis que naissent les attentes. Pas celles que l'on exprime clairement, mais celles que l'on garde au fond de soi, en espérant que l'autre les comprenne sans qu'on ait à les dire. On attend des gestes, des mots, des preuves. On attend que l'autre devine nos besoins, qu'il anticipe nos manques, qu'il agisse comme on l'aurait fait à sa place. On se dit que si l'amour est réel, il saura. Alors on se tait. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'espoir. Mais plus le temps passe, plus l'espoir se transforme en frustration. Chaque oubli devient une blessure. Chaque absence une question. Et au lieu de parler, on accumule. On commence à comparer ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Ce qu'on ferait et ce que l'autre ne fait pas. L'amour devient alors un terrain d'attente déséquilibré. Souvent, on ne se rend même pas compte que l'autre ignore tout de ce qui se joue à l'intérieur. On lui reproche intérieurement des choses qu'il n'a jamais promises. On souffre de scénarios qu'on a construits seul. Les attentes silencieuses sont dangereuses parce qu'elles transforment l'amour en épreuve. Elles créent une distance invisible. On est ensemble, mais déjà un peu seul. Ce chapitre de l'amour apprend une leçon essentielle. Aimer, ce n'est pas deviner. Communiquer n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de maturité émotionnelle. Mais cette leçon, beaucoup ne la comprennent qu'après la chute. Chapitre 3. La première grande déception. La première grande déception n'arrive jamais brutalement. Elle s'installe lentement, presque discrètement. Elle commence par un détail qu'on ignore, un comportement qu'on excuse, une absence qu'on justifie. On se convainc que ce n'est qu'une phase, que tout va rentrer dans l'ordre. Mais au fond, quelque chose a déjà changé. Le cœur le sent avant l'esprit. Il y a moins d'enthousiasme, moins d'attention, moins de présence. Les mots sont toujours là, mais ils sonnent creux. Les gestes deviennent mécaniques. La déception devient réelle le jour où l'on comprend que l'on aime plus que l'autre. Ce jour-là, tout s'effondre intérieurement. On réalise que l'investissement n'est pas équilibré, que les sacrifices ne sont pas partagés. On commence alors à douter de soi.
On se demande si l'on est trop exigeant, trop sensible, trop attaché. On cherche des fautes en soi pour expliquer le désengagement de l'autre. La douleur est profonde parce qu'elle touche à la confiance. Pas seulement la confiance en l'autre, mais aussi la confiance en son propre jugement. On se reproche d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir vu trop beau. Cette déception marque un avant et un après. Elle brise une illusion, mais elle ouvre aussi les yeux. Elle révèle des vérités que l'on refusait de voir. Même si elle fait mal, cette première grande déception est une étape clé. Elle apprend que l'amour ne se mesure pas aux paroles, mais à la constance. Elle apprend que se sentir aimé est aussi important qu'aimer. À partir de là, le cœur ne sera plus jamais tout à fait le même. Chapitre 4, les hauts et les bas émotionnels. Après la première grande déception, l'amour ne disparaît pas toujours. Il change de forme. Il devient instable, imprévisible. Certains jours, tout semble réparé. Les rires reviennent, les promesses aussi. On recommence à y croire, doucement. Puis, sans prévenir, tout retombe. Un mot de trop, un silence de trop, une absence qui ravive les doutes. Le cœur oscille entre espoir et découragement. On ne sait plus sur quel pied danser. Ses hauts et ses bas épuisent. Emotionellement, mentalement. On vit dans l'attente du prochain bon moment pour supporter le prochain mauvais. On apprend à savourer les instants de bonheur comme des respirations rares. Dans ces relations instables, on devient expert en justification. On minimise la douleur parce que les moments heureux semblent intenses. On se dit que l'amour, le vrai, doit être compliqué. Mais ce déséquilibre laisse des traces. Le corps ressent ce que le cœur refuse d'admettre. Fatigue, stress, peur de dire ce que l'on pense réellement. On marche sur des œufs pour éviter un nouveau conflit. Peu à peu, l'amour cesse d'être un refuge. Il devient une source d'anxiété. On aime, mais on souffre. On espère, mais on doute. On reste, mais on s'abîme. Ce chapitre marque un tournant important. Il pose une question essentielle. Est-ce que l'amour doit faire autant mal pour être réel? La réponse ne vient pas tout de suite. Mais le cœur, lui, commence à comprendre. Chapitre 5, les aventures mal tournées. Après les montagnes russes émotionnelles, beaucoup ne cherchent plus l'amour, mais l'oubli. Oublier une personne, une douleur, une déception trop lourde. Alors on se lance dans des histoires sans fondation, sans vision, sans profondeur. Ces aventures commencent souvent par une illusion de liberté. On se dit que l'on contrôle, que cette fois-ci on ne s'attachera pas. Pas de promesses, pas d'attente, pas de blessures, du moins en apparence. Mais le cœur n'obéit pas aux règles que l'on se fixe. Même dans une relation légère, il s'attache, il espère, il ressent. Et quand l'autre ne donne pas plus que ce qui était prévu, la douleur revient, différente mais bien réelle. Certaines de ces histoires sont déséquilibrées dès le départ. L'un cherche une présence, l'autre un passage. L'un s'investit émotionnellement, l'autre reste distant. Et pourtant, on reste. Parce qu'on a peur du vide, peur de se retrouver seul face à soi-même. Ces aventures mal tournées laissent souvent un sentiment de honte silencieuse. On se reproche ses choix. On se demande pourquoi on accepte moins que ce que l'on mérite. On se sent fatigué émotionnellement. Vide. Mais même ces erreurs ont une valeur. Elles révèlent nos blessures non guéries. Elles montrent les schémas que l'on répète quand on ne prend pas le temps de se reconstruire. Ce chapitre est inconfortable parce qu'il est honnête. Il rappelle une vérité difficile. Tant que l'on fuit la solitude, on risque de tomber dans des relations qui nous utilisent plus qu'elles ne nous élèvent. Les aventures mal tournées ne sont pas des échecs. Elles sont des signaux. Des appels à faire une pause, à regarder en soi, à comprendre ce que l'on cherche réellement. Chapitre 6, la perte de soi. À force de vouloir aimer et être aimé, on peut finir par s'oublier. La perte de soi ne se fait pas en un jour. Elle est progressive, presque invisible. Elle commence quand on accepte de petites choses qui ne nous ressemblent pas, quand on se tait pour éviter un conflit, quand on minimise ses besoins pour préserver une relation. Unchanged dousement. On adapte ses mots, ses réactions, ses rêves. On devient plus prudent, moins spontané. On s'éloigne de ce que l'on était pour correspondre à ce que l'autre attend, ou à ce que l'on croit qu'il attend. Peu à peu, le miroir renvoie une image floue. On ne sait plus vraiment ce que l'on veut, ni ce que l'on mérite. L'estime de soi s'effrite.
On mesure sa valeur à l'attention que l'on reçoit, aux messages qui arrivent, aux gestes qui manquent. Dans cette phase, on confond l'amour avec la survie émotionnelle. On reste, non pas parce que l'on est heureux, mais parce que partir semble encore plus douloureux. On s'accroche à l'idée de l'autre pour éviter d'affronter le vide intérieur. La perte de soi est l'un des moments les plus silencieux et les plus dangereux du parcours amoureux. Elle ne fait pas de bruit, mais elle éteint lentement la lumière intérieure. On existe à travers l'autre, et non plus par soi-même. Puis arrive un moment précis. Un instant de lucidité. Une phrase, un regard, une situation qui réveille. On réalise que l'on s'est trop sacrifié. Que l'amour ne devrait jamais coûter son identité. Ce moment fait mal, mais il sauve. Car comprendre que l'on s'est perdu est la première étape pour se retrouver. C'est ici que le vrai tournant commence. Chapitre 7 Le silence après la tempête. Quand tout s'arrête, le bruit disparaît d'un coup. Il n'y a plus de messages à attendre, plus de notifications qui font battre le cœur, plus de voix familières pour combler le vide. Après la tempête émotionnelle, il reste le silence. Un silence étrange, lourd, parfois étouffant. Ce silence fait peur parce qu'il oblige à ressentir pleinement. Plus rien ne distrait l'esprit. Les souvenirs remontent sans prévenir. Les moments heureux, les disputes, les phrases qui ont blessé, celles qu'on aurait voulu dire autrement. Le passé repasse en boucle, comme pour chercher une explication, une justification, une dernière réponse. Au début, la solitude est douloureuse. Elle donne l'impression d'un manque immense, comme si une partie de soi avait été arrachée. On confond l'absence de l'autre avec le vide intérieur. On croit que l'on souffre parce que l'on a perdu quelqu'un, alors qu'en réalité, on souffre aussi parce qu'on s'était oublié en chemin. Les nuits sont longues. Le silence devient assourdissant. On se demande si l'on a fait le bon choix, si l'on n'aurait pas dû rester, supporter encore un peu. Le doute s'installe. C'est souvent ici que beaucoup replongent, par peur d'être seuls, par peur d'affronter ce face-à-face avec eux-mêmes. Mais progressivement, quelque chose change. Sans même s'en rendre compte, le cœur commence à respirer différemment. Il y a moins de tension, moins d'angoisse. Les pensées deviennent plus claires. On réalise que l'on survit. Que malgré la douleur, on continue d'avancer, un jour à la fois. Le silence devient alors un espace de vérité. Il révèle ce que l'on a trop longtemps étouffé. Les besoins ignorés, les limites dépassées, les blessures non reconnues. C'est dans ce calme forcé que l'on comprend enfin ce que l'on ne veut plus jamais revivre. On apprend aussi une chose essentielle, la paix intérieure ne dépend pas toujours d'une présence extérieure. Être seul ne signifie pas être vide. Parfois, être seul, c'est enfin se retrouver. Retrouver sa voix, ses envies, ses valeurs. Ce silence n'efface pas la douleur, mais il la transforme. Il n'est plus une punition, mais une transition. Il prépare le terrain. Il nettoie ce que la tempête a laissé derrière elle. Le silence après la tempête n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment juste avant la reconstruction. Chapitre 8 La reconstruction intérieure. Après le silence vient la reconstruction. Ce n'est pas un événement unique, mais un processus patient et minutieux. Il commence par de petites décisions. Se respecter, écouter ses émotions, reconnaître ses besoins et poser des limites claires. On commence par se retrouver soi-même. On réapprend à passer du temps seul sans culpabilité, à savourer les moments simples, à se reconnecter avec ce qui nous fait vibrer. On revoit ses priorités, on comprend ce qui était toxique et ce qui était précieux. La reconstruction intérieure demande aussi de pardonner. Pas pour l'autre, mais pour soi-même. Pardonner ses erreurs, ses choix, ses moments de faiblesse. Accepter que certaines blessures sont passées et qu'elles ne doivent plus dicter notre présent. C'est un travail silencieux, souvent invisible aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, le cœur se répare, lentement mais sûrement. Chaque pas vers soi-même renforce l'estime personnelle. Chaque moment de conscience émotionnelle construit un nouveau socle pour aimer à nouveau, plus sainement. Pendant cette période, on apprend à différencier l'attachement de l'amour véritable. On comprend que rester dans une relation par peur ou habitude n'est jamais de l'amour. L'amour commence quand on est complet, équilibré, en paix avec soi. La reconstruction intérieure prépare la rencontre avec ce que l'on pourrait appeler l'amour vrai. On ne court plus après une illusion. On sait ce que l'on veut, ce que l'on mérite et ce que l'on refuse.
Ce chapitre est un message d'espoir. Même après la plus grande des tempêtes, il est possible de se relever, de respirer, et de construire une base solide pour un amour authentique. Chapitre 9. Une nouvelle vision de l'amour. Après la reconstruction, l'amour change de visage. Il n'est plus ce feu d'artifice qui brûle tout sur son passage, ni cette montagne russe d'émotions contradictoires. Il devient plus calme, plus réfléchi, plus conscient. On ne le confond plus avec la passion aveugle ou l'intensité passagère. Cette nouvelle vision de l'amour commence par la clarté. On sait ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. On ne s'accroche plus aux illusions. On reconnaît les relations qui nourrissent et celles qui épuisent. On choisit de s'engager avec discernement, non par peur ou habitude, mais par désir sincère de partager et de construire. On apprend que l'amour véritable ne se mesure pas aux grands gestes spectaculaires, mais à la constance, à l'attention quotidienne, au respect et à la confiance. Il ne promet pas la perfection, mais la présence. Il ne demande pas de se perdre, mais de grandir ensemble, sans jamais oublier qui l'on est. Cette vision transforme aussi notre regard sur l'autre. On cesse de projeter ses propres besoins et blessures sur lui. On accepte l'autre avec ses forces et ses faiblesses, sans vouloir le changer. On comprend que l'amour n'est pas un contrat de contrôle, mais un choix conscient et réciproque. On apprend que l'amour véritable ne se mesure pas aux grands gestes spectaculaires, mais à la constance, à l'attention quotidienne, au respect et à la confiance. Il ne promet pas la perfection, mais la présence. Il ne demande pas de se perdre, mais de grandir ensemble, sans jamais oublier qui l'on est. Cette vision transforme aussi notre regard sur l'autre. On cesse de projeter ses propres besoins et blessures sur lui. On accepte l'autre avec ses forces et ses faiblesses, sans vouloir le changer. On comprend que l'amour n'est pas un contrat de contrôle, mais un choix conscient et réciproque. Les relations basées sur cette maturité sont plus stables, plus profondes. Elles permettent de s'épanouir individuellement tout en partageant un chemin commun. On découvre le plaisir de donner sans attendre, de recevoir sans condition, de communiquer sans peur et de construire sans précipitation. Enfin, cette nouvelle vision de l'amour ouvre la porte à la rencontre véritable. On n'est plus en quête d'un pansement ou d'une illusion. On est prêt à accueillir l'autre dans sa vérité, avec sérénité, confiance et authenticité. C'est un amour qui élève, qui soutient, qui apaise. Et surtout, c'est un amour qui commence par soi-même, parce que le cœur, après toutes ces épreuves, a enfin appris à se respecter et à se protéger. Chapitre 10. Chapitre 10. La rencontre qui apaise. Après toutes les tempêtes, toutes les erreurs et tous les silences, vient un moment inattendu. Une rencontre qui ne ressemble à aucune autre. Elle n'entre pas dans le chaos de nos émotions passées. Elle n'a pas besoin de promesses grandiloquentes ni de gestes spectaculaires pour se faire remarquer. Elle arrive simplement, avec douceur, mais avec une intensité différente, celle de la paix. Cette rencontre se reconnaît à ce sentiment rare, la sécurité. Avec cette personne, le cœur n'est plus tendu, anxieux ou sur le qui-vive. On peut être soi-même, pleinement, sans masque, sans peur de jugement. Les blessures passées n'effacent pas le passé, mais elles n'assombrissent plus le présent. On découvre une forme d'amour où les silences sont confortables, où les gestes simples suffisent, où la constance vaut plus que les éclats de passion. On apprend à apprécier la régularité des attentions, la sincérité des mots, et la chaleur d'une présence qui ne cherche pas à posséder mais à partager. Cette rencontre apaise aussi parce qu'elle valide ce que l'on a construit en soi. Elle n'exige rien d'impossible. Elle n'éteint pas notre individualité, au contraire, elle l'enrichit. Elle nous montre que l'amour véritable n'est pas un feu qui consume, mais une lumière qui éclaire, un appui qui soutient et une force qui rassure. On comprend enfin que ce n'est pas une coïncidence. Tout ce que l'on a vécu, les déceptions, les pertes, les silences a préparé ce moment. On est arrivé ici avec un cœur plus fort, plus sage, plus capable d'aimer sans se perdre. Et lorsque l'on rencontre cet amour, la vie change. Pas dans le fracas ou l'excitation éphémère, mais dans la profondeur d'une sérénité partagée. On n'a plus peur de l'avenir, car on sait que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne blesse pas. Il soutient. Il accompagne. Il apaise. Chapitre 11. Aimer sans se perdre. L'amour véritable ne se résume pas à des sentiments intenses ou à des gestes grandioses. Il s'apprend, se construit et se vit dans le respect de soi et de l'autre.
Aimer sans se perdre, c'est poser des limites saines, reconnaître ses besoins, et ne jamais sacrifier son identité pour plaire ou retenir quelqu'un. À ce stade, on comprend que l'amour ne doit jamais être une dépendance. Il est un choix quotidien, pas une obligation ou un refuge. On peut donner sans attendre en retour, soutenir sans s'effacer, et aimer sans peur, parce que l'on sait que notre valeur ne dépend pas de la réaction de l'autre. Aimer sans se perdre, c'est aussi accepter l'autre dans sa totalité. Ses forces, ses faiblesses, ses moments de silence et ses imperfections. On n'essaie plus de façonner l'autre selon nos désirs ou nos blessures passées. On aime avec discernement et avec patience. Cette maturité permet de construire une relation solide, équilibrée, où chacun se sent entier et respecté. On n'a plus besoin de justifier chaque geste, de surveiller chaque mot, ou de craindre la solitude. La relation devient un espace de partage et d'épanouissement mutuel. Enfin, aimer sans se perdre, c'est comprendre que l'amour n'est pas une conquête ni une performance. Il n'exige pas de sacrifices destructeurs ni de compromis impossibles. Il est doux, attentif et sincère. Il élève plutôt qu'il n'éteint. Il rassure plutôt qu'il n'inquiète. Il soutient plutôt qu'il n'écrase. C'est ainsi que l'on touche enfin l'essence de l'amour véritable. Un équilibre harmonieux entre donner et recevoir, entre proximité et autonomie, entre passion et sérénité. On n'a plus peur d'aimer, car on s'est aimé pleinement tout en restant soi-même. Conclusion, tout avait un sens. Chaque déception, chaque aventure mal tournée, chaque silence, chaque chute, chaque moment où l'on a douté ou souffert avait un sens. Rien n'était inutile. Tout ce que l'on a vécu a été une préparation pour comprendre, apprécier et accueillir l'amour véritable. Le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. Il a été ponctué de blessures, de regrets, de nuits longues et de cœurs fatigués. Mais c'est précisément ce parcours qui forge la force intérieure, la sagesse émotionnelle et la clarté dans le choix de ses relations. L'amour véritable n'arrive pas à ceux qui cherchent à tout prix ou qui s'accrochent aux illusions. Il arrive à ceux qui se sont relevés, qui ont appris à se connaître et à s'aimer. Il arrive à ceux qui ont traversé la tempête et qui sont sortis plus forts, plus conscients, plus libres. Si ton cœur lit ces lignes avec fatigue ou doute, souviens-toi. Ce que tu as traversé ne t'a pas brisé. Cela t'a préparé. Cela t'a appris. Et maintenant, tu es prêt pour un amour qui élève, qui soutient, qui apaise et qui dure. Un amour qui commence par toi et qui t'accompagne sans jamais te détruire. Chaque étape, chaque erreur, chaque larme a été nécessaire pour te mener là où tu es maintenant, à la rencontre de l'amour véritable.